La Coupe du Monde 2019 en France a marqué l'apogée du football féminin. Avec des stades pleins, des audiences records et un engouement inédit, le monde entier a enfin pris conscience du potentiel immense de ce sport. Mais ce succès n'est pas arrivé du jour au lendemain. Comment en est-on arrivé là? Des premières joueuses pionnières du début des années 1900, pendant la Première Guerre mondiale, à l'interdiction brutale du foot féminin sous Vichy, de sa difficile renaissance avec le Stade de Reims dans les années 70, à la professionnalisation progressive au XXIe siècle, le football féminin a dû se battre à chaque étape pour obtenir sa place sur le terrain. Aujourd'hui, malgré son développement spectaculaire, des inégalités persistent. Alors plongeons ensemble dans plus d'un siècle d'histoire du football féminin, de ses premiers dribbles à son explosion mondiale. Le premier match de football féminin de l'histoire, en tout cas celui qu'on a retrouvé dans les livres d'histoire, remonte au 7 mai 1881. C'était un Angleterre-Écosse à Édimbourg. Une semaine plus tard a lieu la même confrontation, mais ce coup-ci à Glasgow devant plus de 5000 spectateurs. Malheureusement, lors de ces rencontres-là et celles qui suivent en Grande-Bretagne, les journalistes vont se donner à cœur joie pour critiquer ce fameux sport. On aura le droit à des propos comme pseudo-match, sport pas acceptable pour les femmes, de pauvres arbitres qui seraient distraits par les femmes, ou encore des spectateurs plus concentrés sur la jolie gardienne que sur le jeu. En France, le football féminin apparaît en 1912 dans la région parisienne. À cette même date, le Féminasport est fondé par deux enseignantes d'éducation physique afin d'essayer de lancer la pratique du sport féminin. Mais la première explosion du foot féminin sera pendant la Première Guerre mondiale. Étant donné que les hommes sont partis au combat, celles qu'on va surnommer les munitionnettes vont alors jouer au football pour se détendre. Et le premier match vraiment recensé aura lieu en 1917 entre deux équipes du Féminasport. Et si dans les livres d'histoire on ne trouve pas de détails de ce match-là, on sait que c'est l'équipe de Thérèse Brulé qui s'est imposée 2-0 face à celle de Suzanne Liébrard. Et déjà à l'époque, l'événement avait été relayé par le quotidien L'Auto. Et L'Auto, c'est le prédécesseur de l'équipe. Et après la Première Guerre mondiale, un an plus tard va être organisée la première compétition féminine par 4 formations parisiennes. Et grâce à Alice Mia, une équipe de France va être constituée. Cette équipe de France va se rendre en Angleterre pour jouer un match devant 12 000 spectateurs, on est en 1919 je rappelle, mais s'inclinera 2-0. En octobre 1920, elle va à son tour recevoir l'équipe d'Angleterre ce coup-ci au Bois de Vincennes, et là on arrivera à gratter un match nul devant 15 000 spectateurs. Et de manière générale, après la guerre, plusieurs équipes féminines vont voir le jour. De sorte qu'en 1921, un championnat de France va être créé pour ces équipes féminines. Après, pour la grande majorité de ces équipes-là, c'est des équipes qui sont logées à Paris. En 1923, le championnat de France va atteindre le pic de 18 équipes féminines dans le championnat. Sauf que premier coup d'arrêt, la Fédération des Sociétés Sportives Féminines de France, qui a organisé ce fameux championnat, va rayer le football parce qu'elle va considérer que le football, ce n'est pas un sport de femmes, tout simplement. Mais juste après, d'autres personnes vont organiser la Ligue de Paris pour permettre à ces équipes féminines de jouer au foot. Durant cette période, le club de Féminasport va régner quasiment sans partage. Elles vont remporter 11 des 15 trophées nationaux qui vont être distribués à cette époque. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, que ça soit en France, en Angleterre ou même ailleurs en Europe où le foot va commencer à se démocratiser chez les femmes, on va avoir des dirigeants sportifs, des hommes de manière générale, des médecins, qui vont, je cite, juger ce sport incompatible avec la nature féminine. Et à cette époque, on va entendre un lot de bêtises par rapport à ça, comme quoi que le corps des femmes ne serait pas apte à un sport aussi viril, que courir sur un terrain ferait perdre aux joueuses leur grâce et leur féminité. Il y a un type en 1921 qui était journaliste et qui s'inquiétait de voir des joueuses trop virilisées, voire un peu homasses. Encore une fois, je cite leurs propos. Mais ce dernier va se rassurer bien évidemment que les joueuses restent séduisantes sur un terrain. Et à cette époque, même Henri Desgranges, qui est patron de l'Auto, je rappelle le prédécesseur de l'équipe, va exiger que les femmes jouent sans public, parce que c'est pas un sport qui devrait être diffusé ou mis aux yeux de tous en France. Pour lui, je cite, « Des femmes qui courent après un ballon en public, c'est intolérable ». Et le coup de grâce va arriver en 1937, quand le régime de Vichy va interdire formellement les femmes de jouer au football. On fait une petite ellipse, on arrive vers les années 1960, et le football féminin va renaître dans une ville, Reims. En effet, là-bas, on va avoir des initiatives un petit peu isolées qui vont permettre la tenue de quelques matchs féminins. Malheureusement, ces matchs-là, ça va plus être du folklore un petit peu, quelque chose qui ne sera pas pris au sérieux dans un premier temps. Mais ça, c'est permis grâce à mai 68. On est, je rappelle, dans un contexte de libération des mœurs et d'affirmation des femmes, et donc à cette époque-là, les femmes commencent à faire les mêmes choses que les hommes. Et fin d'année en 68, un journaliste sportif va profiter de la kermesse locale de 68 pour lancer un match entre femmes. Au début, ce dernier voulait que ce soit les épouses des joueurs du Stade de Reims. Je rappelle que le Stade de Reims à l'époque c'était un grand club qui jouait la Coupe d'Europe, etc. Sauf que malheureusement il n'y aura pas assez de volontaires, donc ce dernier va déposer une annonce dans l'Union. Et l'engouement sera au rendez-vous. Plein de joueuses vont venir vouloir jouer au football, et on aura donc un match à Auguste Delaune en 68 entre femmes qui va faire 6000 spectateurs. Fort de ce succès, le journaliste Geoffroy va donc fonder le Football Club féminin de Reims, dont il va assurer lui-même l'entraînement et la gestion.
Et tout juste quelques temps après, on va voir dans certaines villes, par exemple Caluire, Rouen, dans le sud-est notamment, quelques équipes féminines qui vont commencer à se recréer. Et en marge de la fédération, qui je rappelle avait toujours interdit le sport féminin pour le football, des pionnières de l'époque vont alors créer l'équipe de France officieuse. Et cette équipe en 69 va jouer une Coupe d'Europe non officielle, aux côtés de l'Angleterre, du Danemark et de l'Italie. Cette compétition sera remportée par les Italiennes. Et c'est dans ce contexte-là, un mélange de rébellion féminine et de changement social, que la Fédération française de football va commencer à envisager le retour des femmes sur le terrain de manière officielle. Parce que oui, en 70, face à l'essor du football féminin, la 3F n'a pas le choix de réagir. En plus de ça, dès l'été 69, des ligues régionales, notamment la Ligue lyonnaise, la Ligue du Sud-Est, vont interpeller le siège de la 3F pour éventuellement recréer une fédération pour les femmes. Et réuni le 30 août 1969, le Conseil fédéral, qui est présidé alors par Jacques Georges, va donner son accord de principe à la création de sections féminines au sein des clubs affiliés. Et pour la première fois, les ligues seront autorisées à délivrer des licences aux joueuses. Mais à ce moment-là, si la Fédération française de football accepte d'avoir une section féminine, c'est surtout pour la contrôler. Ces derniers ne veulent pas que ce soit quelque chose qui échappe à leur contrôle, ces derniers ne veulent pas, comme par exemple dans le rugby, la création d'une 4F, la Fédération française féminine de football par exemple. Et après plusieurs mois, cette reconnaissance institutionnelle va prendre forme. Lors de l'Assemblée fédérale le 13 février 1970, Jacques Georges, qui a été élu un an plus tôt, va annoncer la création prochaine d'une structure dédiée au secteur particulier du football féminin. Durant le Conseil fédéral réuni à Cannes les 28 et 29 mars 1970, la fédération entérine officiellement l'existence du football féminin. Très rapidement, elle va nommer une commission d'études du football féminin pour organiser la pratique du foot féminin en France. Cette commission va comprendre 3 femmes, Martine Augustin de Nantes, Mademoiselle Deldic et Émilie Toutain du Lyonnais. Et elle va comprendre 7 hommes. On aura notamment Pierre Geoffroy de Reims, celui qui a créé un petit peu le football féminin à Reims, ou par exemple Louis Petitot qui était le président de la Ligue du Nord-Est. Dans ces années-là, la fédération va commencer à élaborer les règles du football féminin, qui ne seront pas les mêmes dans un premier temps que ceux du football masculin. On aura notamment des matchs d'une durée réduite, c'est pas 2 fois 45 minutes, mais 2 fois 35 minutes pour les femmes. La gardienne sera autorisée à faire rebondir le ballon jusqu'aux 16 mètres sur ses dégagements, et également aux gardiennes sera imposé un protège-poitrine. Et on aura 2 derniers points de règlement qui vont être modifiés. Les corners pourront être tirés depuis la ligne des 18 mètres, et on pourra avoir un ballon allégé. Mais ces 2 points-là, ils pourront être décidés par les 2 équipes en amont, si elles veulent utiliser ou non ce nouveau point de règlement. Mais après, dans ces mesures-là, vous vous doutez bien d'une chose. Autant certains points de règlement modifiés peuvent être audibles, parce que c'est vrai qu'une femme physiquement n'a pas le même corps qu'un homme, par exemple la durée, etc., ça peut être compréhensible, mais il y a forcément d'autres mesures, c'est totalement du stéréotype de l'époque. Et on va arriver à l'essor du football féminin. Parce que oui, en quelques mois, c'est environ 50 clubs féminins qui vont être créés, qui vont enregistrer plus de 2000 joueuses la première année. Dès 1971, la toute nouvelle équipe de France féminine officielle ce coup-ci va disputer son premier match international et ce sera une victoire 4-0 contre les Pays-Bas. En 1974, la fédération va organiser la première édition d'un championnat national officiel ce coup-ci, qui sera sous la forme d'une compétition en 2 phases. La première, une phase régionale, c'est-à-dire des poules dans chaque région, et ensuite une phase finale, où les gagnantes de chaque poule vont s'affronter. Et pour la première édition de cette compétition, on aura les 8 champions régionaux qui vont accéder à la phase finale. Dans le lot, on aura le Stade de Reims, le FC Rouen, le FC Metz, l'Arago Sport Orléanais, le FC Wedenheim, le Caluire Saint-Clair, l'RC Cavaillon et le FC Bergerac. Et la finale du championnat, qui va être disputée en juin 1975, va voir la victoire 5-0 du Stade de Reims face à l'Arago Orléanais devant 3000 spectateurs. Et de manière générale, pour le début de cette compétition, le Stade de Reims va dominer puisqu'il va remporter l'édition 75, 76 et 77. Et c'est une avance qui est plutôt logique et même symbolique, parce que Reims c'est aussi la ville où le football féminin a commencé à renaître. Et d'un point de vue social, c'est super, parce que les mentalités commencent à évoluer, je dis bien commencent, il y a toujours des remarques un petit peu sexistes, misogynes, clichés, stéréotypés, etc. Mais cette avancée-là, ça s'inscrit de manière générale dans l'avancée des droits des femmes en 1970. Certes, le chemin reste long à ce moment-là, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, mais ça avance. Mais dès les années 1970, la presse ne qualifie plus le sport féminin d'un truc bizarre, mais produit bien des vrais articles comme le foot masculin. Et on va faire un nouveau saut dans le temps, on va arriver en 1991. Cette année-là, on aura le droit à la première Coupe du Monde féminine de la FIFA. Cette édition aura lieu en Chine et va réunir 12 sélections nationales. Malheureusement, malgré le contexte historique qu'on vient de voir pour la France, l'équipe de France ne parviendra pas à s'y qualifier, puisque la sélection tricolore sera malheureusement éliminée face à des Suédoises qui étaient mieux armées qu'elle. Parce que oui, même si la France a fait des sacrés progrès ces dernières années, les pays nordiques comme la Suède, la Finlande et la Norvège avaient pris de l'avance.
Et ça c'est dommage parce que l'impact médiatique de ce mondial en 91, il est quasi nul en France. L'événement passe complètement inaperçu, en plus c'est pas mal masqué par l'actualité historique, la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, etc. Mais ironie du sort, la première compétition mondiale, c'est quand même une réussite. Il y aura une moyenne de 20 000 spectateurs par match en Chine, et on aura le droit à un premier relais international de cette Coupe du Monde. Après cet échec de 1991, la France veut rebondir. Le foot français féminin va alors annoncer une réorganisation structurelle. Dès 92, la fédération va annoncer la fin de ce championnat un petit peu à deux phases et va mettre en place un championnat national unifié. Et à partir des années 90-95, ça va être les clubs qui vont commencer à professionnaliser cette discipline. Parmi les premières équipes engagées au très haut niveau, on aura le FCF Juvisy, qui est un club de la région parisienne qui dominait les années 90, on aura le FC Lyon dont la section féminine sera plus tard rachetée par l'Olympique Lyonnais, ou encore le Toulouse OAC qui fera une série de 4 titres consécutifs de 1998 à 2002. Et au passage, le club sera racheté par le TFC, celui qu'on connaît, en 2001. Et en parlant d'elle, championne de France en 2001, le Toulouse FC va participer à la première Coupe d'Europe féminine, la UEFA Women's Cup, et les filles vont leur faire un parcours extraordinaire en allant en demi-finale de la compétition et éliminer notamment Arsenal. Et c'est important de noter que lors de cette décennie, ça va pas tant être la ligue, la fédération qui vont faire les efforts pour améliorer le foot féminin, mais ça va être les clubs. Parce que les clubs que j'ai précédemment cités vont investir dans le foot féminin, vont commencer à mettre en place des infrastructures pour permettre aux filles de s'entraîner de plus en plus, etc. Mais en 1998, la fédération française va alors ouvrir le Centre national de formation et d'entraînement de Clairefontaine, qui va être dédié uniquement aux joueuses féminines. Le but derrière ça, c'est bien évidemment d'améliorer la formation des joueuses et même la détection de futurs talents. Et aux abords des années 2000, les clubs de football masculin vont commencer à soit créer une section féminine pour des joueuses, ou alors vont racheter le club féminin local. Et ainsi, à cette même période, on verra le MHSC notamment verser un salaire à ses footballeuses, ça c'est une initiative du président Louis Nicolin. Cet afflux d'argent, que ce soit les moyens pour développer les clubs, les infrastructures, comme les salaires pour les joueuses, et forcément quand t'es une fille et que tu vis du football, tu peux te consacrer à fond dans le foot, améliorer tes entraînements, etc. C'est un cycle vertueux. Et en 2002, la buteuse vedette des Bleus, Marinette Pichon, va devenir la première française sous contrat professionnel en allant jouer aux États-Unis où elle sera élue dès la première saison meilleure joueuse du championnat. Et toutes ces avancées vont porter leurs fruits puisqu'en 2003, pour la première fois de l'histoire de la sélection française, l'équipe de France féminine va se qualifier pour une Coupe du Monde. En effet, durant la campagne éliminatoire de 2003, l'équipe de France va terminer deuxième de sa poule derrière la Norvège qui était championne d'Europe en titre. Cette place-là, comme les barrages masculins, va ouvrir accès à des barrages intercontinentaux. Les Françaises vont d'abord écarter le Danemark, victoire 2-0, match nul 1-1 au retour. Et en novembre 2002, la troupe d'Elisabeth Loisel va alors affronter l'Angleterre en aller-retour pour une place en Coupe du Monde. Après une victoire 1-0 en Angleterre, le match retour va être un tournant décisif pour le foot féminin. Le match sera disputé à Geoffroy Guichard dans une ambiance bouillante. Il y aura plus de 23 000 spectateurs, c'est un record en France, et ce sera diffusé en prime time sur Canal+. Ces deux aspects-là, pour le foot féminin, c'est du jamais vu. Et dans une ambiance survoltée, la capitaine Corinne Diacre va alors marquer l'unique but du match et sceller la qualification pour la Coupe du Monde. Les joueuses vont exulter, vont communier avec le public dans le chaudron, on se croirait un soir de Coupe d'Europe à Saint-Etienne, vraiment. Et surtout en parallèle, le grand public du foot va alors découvrir que la France a aussi une équipe féminine. Elle va découvrir Marinette Pichon, qui est la meilleure buteuse et la figure de proue de l'équipe de France. Elle va découvrir Corinne Diacre, qui est la capitaine expérimentée de ce groupe, mais aussi des joueuses comme Sonia Bonpastor, Oda Lataf, Sandrine Soubéran ou encore la jeune Laura Georges. Dans cette Coupe du Monde, l'équipe de France va d'abord s'incliner pour le premier match face à la Norvège 2-0. Derrière, elles vont battre la Corée du Sud 1-0 avec un but de Marinette Pichon. Et enfin, il y aura un match nul contre le Brésil qui ne suffira pas à l'équipe de France pour se qualifier au tour d'après. Avec 4 points, la France est donc éliminée des phases de poule, mais a fait une bonne impression pour le futur. Et passons maintenant à l'homme, à la ville, au club qui a fait changer le football français pour de bon, Jean-Michel Aulas et son Olympique Lyonnais. Au début des années 2000, le football français est peu médiatisé et même peu structuré. Ok, il y a des améliorations, mais par rapport au foot masculin, c'est pas pareil. Et le président de l'OL, alors Jean-Michel Aulas, va percevoir qu'il y a un truc à faire. En 2004, Jean-Michel Aulas va racheter le FC Lyon et va l'intégrer à l'Olympique Lyonnais. Et ainsi, la section féminine de l'OL va alors se voir dotée de moyens considérables, des moyens qui sont comparables à ceux de l'Olympique Lyonnais masculin. Les joueuses de l'OL auront alors accès à des centres d'entraînement de zinzin, des infrastructures de fou, un staff médical, etc. etc. Et Jean-Michel, derrière ça, va pas hésiter à s'impliquer personnellement. Il va aller au match de l'équipe féminine, il va faire du soutien médiatique, etc. etc. Ce dernier va déclarer que miser sur le foot féminin, c'est d'abord un investissement à caractère social plutôt que financier. Et au bout de quelques années, le travail paye ses fruits.
l'Olympique Lyonnais féminin va alors bénéficier d'une structure qui va être extrêmement ambitieuse et une reconnaissance qui va être inédite. Et en 2007, l'Olympique Lyonnais féminin va alors remporter son premier championnat de France. Les féminines de l'OL deviennent alors la référence absolue en termes de foot féminin. Entre 2006-2007 et 2019-2020, le club va remporter 14 titres consécutifs de champion de France. C'est un record national qui est bien évidemment inégalé, même chez les hommes. Sur la scène continentale, pareil, l'OL va écraser la concurrence. À partir de 2011, les Fenotes vont alors enchaîner les finales européennes. Elles vont décrocher 8 Ligues des Champions sur la décennie, dont 5 consécutives de 2016 à 2020. Et il faudra attendre 15 ans pour voir cette hégémonie vaciller. En effet, le Paris Saint-Germain va alors remporter le championnat national et le FC Barcelone va remporter la Ligue des Champions. Mais le succès est déjà là. Pendant plus de 15 ans, l'OL a roulé sur le foot féminin. Et ça a forcé pas mal de clubs à mettre les moyens pour améliorer les standards féminins. Ne serait-ce qu'en France, voir un gros club masculin investir sur une section féminine, bah forcément ça donnait l'idée à d'autres clubs de faire pareil. On peut le voir notamment avec le Paris Saint-Germain qui a une équipe féminine digne de ce nom. Et en Europe, l'effet est similaire. Des clubs comme le FC Barcelone, le Bayern Munich, Chelsea, des mastodontes du football masculin, vont investir massivement dans une équipe féminine. Vous vous doutez bien que les exploits des Lyonnaises, ça a attiré un petit peu l'attention des médias, des supporters, et ça a permis au foot féminin de prendre encore un nouveau cap. Et l'augmentation des affluences dans les stades, c'est un bel indicateur. En 2019, on a eu plus de 25 000 spectateurs qui ont assisté à la finale de LDC gagnée par l'OL. Et en 2022, le Camp Nou de Barcelone se remplit à plus de 90 000 personnes pour un match féminin. C'est un record mondial qui est absolu encore aujourd'hui. Et on va arriver au dernier élément qui a catalysé le foot féminin, la Coupe du Monde 2019 en France. Ça a été une étape majeure pour la visibilité du foot féminin. On a battu des records d'affluence dans les stades, derrière la télé, et on a même battu un record de personnes qui se déplaçaient de l'étranger pour aller voir une Coupe du Monde féminine, ce qui arrivait très peu avant. Sur 52 matchs et 9 villes différentes, on a eu le droit à 1,2 million de spectateurs, soit une moyenne de 23 000 personnes par match. En plus de ça, cette Coupe du Monde-là a bénéficié d'une médiatisation qui est inédite alors. Et lors de cette Coupe du Monde-là, alors que l'équipe de France a un perfect en phase de poule, victoire contre le Nigeria, la Norvège et la Corée du Sud, elle va alors éliminer le Brésil en 8ème de finale, avant malheureusement de s'incliner face aux Américaines. A noter d'ailleurs qu'à ce match-là, il y a un penalty qui a été un petit peu oublié pour l'équipe de France, mais bon, on va pas rappeler les mauvais souvenirs. Et malgré le dénouement sportif, cette Coupe du Monde, que ce soit pour la France ou même le foot féminin dans sa généralité, c'est une réussite. Après cette Coupe du Monde, la France va alors entamer des réformes en 2019 pour essayer de professionnaliser son championnat. En juin 2023, c'est chose faite puisque l'Assemblée fédérale de la 3F va alors approuver la création d'une entité dédiée, la Ligue féminine de football professionnel, la LFFP, qui sera chargée de gérer les championnats de D1 et de D2. Et parallèlement aux réformes institutionnelles, les conditions des joueuses vont s'améliorer. En effet, progressivement et grâce à l'UNFP, le syndicat des footballeurs, les joueuses de D1 vont avoir le droit à un salaire minimum, à des congés, des assurances, etc. Et normalement, même si aujourd'hui l'OL et le PSG dominent de manière outrageuse la D1 Arkema, petit à petit cette professionnalisation devrait permettre à d'autres clubs d'émerger un petit peu. Je vais conclure par une chose. Il reste crucial de poursuivre les efforts, que ça soit pour une meilleure rémunération des joueuses, que ça soit pour l'amélioration des infrastructures, et que ça soit pour une médiatisation qui s'améliore et surtout en dehors des grands événements. Parce que si on lâche les efforts, rien ne dit que la courbe de progression que le foot féminin a entamée en 68, un jour, s'inverse.